Bonjour, alors on se retrouve pour l'analyse du portefeuille compte titres ordinaire, c'est la saison 2, épisode 25. Je vais revenir un petit peu sur la partie stratégie sur le compte titre ordinaire, hein. Donc j'avais fait une vidéo sur la partie PEA. Globalement sur le compte titre ordinaire, la philosophie est la même, avec quand même une différence on parle quand même d'actions principalement cotées aux États-Unis. Donc ce qui peut influencer quand même un petit peu la stratégie globale sur le compte, notamment par rapport à la fiscalité, qui est quand même différente du compte titre ordinaire par rapport au PEA. Voilà. En tout cas, le compte titre ordinaire, je fais une analyse à peu près en milieu de mois, et puis le PEA plutôt en fin de mois, enfin, après les dernières cotations. Voilà, donc le compte titre ordinaire depuis le 15 décembre donc, a continué à évoluer de manière positive, donc je suis plutôt content. Et puis on va voir un petit peu en détail l'analyse de ce portefeuille et dans quelle évolution, dans quelle direction je souhaite le faire évoluer. Allez, c'est parti. On va démarrer par l'avertissement habituel. Donc, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, je partage effectivement l'ensemble de mon portefeuille, que ce soit PA et compte titre. Bon, l'objectif, c'est pas voilà, que vous répliquiez les positions, hein, c'est uniquement pour vous donner un ordre d'idée d'un type d'investissement qui est fait. Donc pour moi, c'est vraiment de l'investissement long terme. J'ai 52 ans, donc je suis plutôt dans une phase avec un objectif relativement court, hein, qui est de l'ordre de 10-15 ans. Donc c'est la retraite. Donc en fonction de votre âge, en fonction de votre maturité en tant qu'investisseur et également vos niveaux d'investissement, vous pouvez avoir une stratégie qui peut être complètement différente. En tout cas, copier-coller n'est pas forcément une bonne chose à faire dans le cas des investissements financiers. Alors, l'objectif du compte titre ordinaire, donc comme pour le PEA, hein, c'est bien un objectif sur 15 ans. Donc là, je suis parti comme pour le PEA d'un montant initial qui était le montant sur mon compte titre ordinaire à fin 2021, donc 15 446 euros. J'ai pris donc un rendement de 8%, une contribution mensuelle de 350 euros. Alors, ce qui donne au bout de 15 ans, donc un montant total de 172 159 euros pour un montant investi un peu moins de 80 000 euros. Alors, si je prends cette somme, 172 000 euros, et que je décide en fait, donc à 8% de rendement par an, de ne retirer que 4%, alors que je multiplie par 70%, puisqu'il y aura 30% d'impôt, ça me ferait un revenu autour de 400 euros net par mois. Voilà, donc c'est ce que me donnerait mon compte titre ordinaire dans 15 ans quand je serai à la retraite, si j'arrive à avoir un rendement de 8% par an. Bon, techniquement, c'est faisable, mais bon, si on a beaucoup d'années relativement compliquées, ça peut être assez difficile, notamment sur les premières années d'investissement, puisqu'elles déterminent quand même pas mal les montants qui vont servir notamment à l'effet boule de neige en fait sur les années suivantes. Voilà, donc si j'arrive pas à obtenir mes 8% de rendement, dans ce cas, je mettrai peut-être des contributions complémentaires, soit dans le courant de l'année ou en fin d'année, au moins pour dans les premières années, pour atteindre mes objectifs de montant. C'est la colonne que vous voyez ici à droite. Donc un objectif de montant de 21 217, donc ça c'est à la fin de l'année 2022, et ensuite à la fin de l'année 2023, je vide 27 451 euros, bon, etc., hein, jusque donc l'année 2036 ou 2037, où on sera autour des 172 000 euros. En tout cas, bon, c'est un guideline, hein. L'idée, c'est pas forcément d'être exactement à ces niveaux-là, mais en tout cas, pour moi, ça me permet d'avoir un horizon, en fait, au niveau de mon investissement. Alors, si on regarde la stratégie sur le compte titre ordinaire, donc elle va se baser sur 5 piliers. Donc, le premier pilier, qui est un pilier assez important, c'est la partie immobilier. Donc, une rente immobilière au travers ce qu'on appelle les sociétés immobilières cotées.
Donc par exemple, j'en ai sélectionné deux pour la France, c'est Gecina et puis Unibail Rodamco. Et puis pour le reste, ce sont des REITs, c'est l'équivalent en fait des sociétés immobilières cotées, mais cette fois-ci aux États-Unis, donc assez diversifié. Bon, on peut le voir hein, dans le détail de mon portefeuille un petit peu plus loin. Donc l'idée, c'est d'avoir une pondération autour de 15-20% sur la partie REITs. Le deuxième secteur dans lequel je vais investir sur le long terme, donc c'est ce qu'on appelle un méga trend, vieillissement de la population. Bon, ça c'est au niveau mondial, donc le secteur de la santé va jouer. Donc là, je vais miser sur des sociétés dans le secteur de la santé aux États-Unis. Là, on va retrouver quand même pas mal d'entreprises intéressantes. Donc la pondération du portefeuille, c'est 15-20%. Ensuite va venir le secteur énergie, hein, donc on est en pleine transition énergétique. Donc on garde tout ce qui est pétrole et gaz pour l'instant. Ensuite, la transition vers les énergies du futur, donc qui vont être l'hydrogène, l'hydroélectrique, l'éolien, panneaux photovoltaïques, et puis la transition qui va être assurée par le gaz en fait. Donc globalement, le secteur énergie, 10-15%. Ensuite, alors puisqu'on investit sur le marché américain, on recherche également de la croissance, 8%. Il faut de la technologie. Donc secteur techno, à peu près 50%. Donc du portefeuille investi. Donc en fait, si on enlève la partie cash, on va être autour de 35-40%. Les matières premières et les métaux, donc il faut toujours un petit peu, on va dire un petit peu de matières premières et métaux, notamment les métaux précieux. Donc là, ce sera de l'ordre de 5-10%. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est par exemple, est-ce que l'uranium, on le met dans les matières premières ou est-ce qu'on va le mettre dans le secteur de l'énergie? Là, je veux dire, moi, j'ai pas de religion par rapport à ça. On peut tout à fait le mettre dans les deux. On pourrait tout à fait, dans mon cas, cumuler secteur énergie, matières premières. On serait voilà, autour de plutôt 15-20%, et puis les métaux précieux, notamment l'or, 5%. Avec toujours une petite poche de cash de réserve autour de 5-10%, pour saisir les opportunités en cas de mini-crack ou de crack boursier. On a du cash, on peut réinvestir dans les différentes entreprises qu'on a dans le portefeuille ou éventuellement d'autres opportunités. Voilà, donc à droite, j'ai représenté un peu sous forme graphique hein, pour qu'on voit. Donc on voit bien que globalement, la techno au marché américain, donc on va plutôt favoriser le secteur technologique. Donc on va le voir, mais globalement, les GAFAM plus de l'ETF Nasdaq. Donc ce sera principalement le vecteur en fait de croissance. Bon, la partie santé, donc là on est plutôt sur des entreprises. Les rates, les matières premières et métaux précieux. Donc là c'est un mix ETF et puis actions cotées. La partie énergie, donc là on est à la fois également ETF et puis certaines actions. Et le cash, hein, à peu près voilà, 5-10%. Alors, si on regarde par rapport aux objectifs, où est-ce que j'en suis? Donc c'est à partie droite, hein, la situation au mois de janvier. Donc j'ai accumulé pas mal de cash, on va le voir, en fait j'ai effectué quand même une petite rotation de mon portefeuille. Que représente la santé? 11,3% aujourd'hui par rapport à un objectif de 15%, donc je vais sans doute dans le temps me renforcer sur la santé, donc on verra bien. J'ai pas mal performé, donc j'hésite, on va dire, à renforcer pour l'instant, puisque les cours me paraissent relativement élevés. Alors j'ai un peu de finance, 4%, bon, qui est un petit peu anecdotique, on va dire. La techno, donc 30%, là je suis à peu près bon en techno, je ne serais pas étonné quand même de peut-être au début de surpondérer la techno. J'ai besoin comment dire, de créer mon portefeuille et d'engranger des plus-values. Donc là, les technos, globalement, avec le Nasdaq, a bien chuté depuis le début de l'année 2022. Donc pour moi, je pense qu'il y a des opportunités. La chute n'est peut-être pas terminée, donc on pourra peut-être continuer à se renforcer sur la partie techno. Les rates, bon, on est bien, je suis à 16,3% pour un objectif de 15%.
Matières premières, métaux précieux, je suis à 7%, donc je suis un petit peu en dessous. Donc on va le voir là, j'ai également l'intention de me renforcer, notamment sur un secteur qu'on va découvrir dans le cours de la vidéo. Et puis la partie énergie, donc je suis à 10%, je suis un petit peu en retrait par rapport à mes objectifs de 15%. Par contre en cash, là, on est plutôt bien. Alors, si on regarde maintenant la répartition de mon portefeuille, si vous vous souvenez bien, en courant d'année 2022, mon objectif c'était d'être à peu près 50% d'actions, 50% d'ETF. Bon, là, j'y suis relativement loin. Je suis principalement doté en actions. Alors, pourquoi il y a eu un déséquilibre? C'est que j'ai préféré, sur la fin de l'année, investir dans des actions, notamment les GAFAM, plutôt que d'investir dans un indice un peu plus large, le Nasdaq 100. Donc c'est pour ça que la pondération action a plutôt augmenté par rapport à la pondération ETF. Bon, c'est sans doute quelque chose qui va se rééquilibrer dans le temps, euh, notamment sur le SP500 et le Nasdaq en termes d'ETF. Une partie du cash va sans doute migrer vers cette partie-là, donc on risque d'avoir plutôt à mon avis, vers la fin de l'année, peut-être du 60% actions, 30% ETF et 10% cash. Alors, si on regarde maintenant le suivi des indices américains, donc Standard & Poor's 500 a terminé autour de 4000 points, donc un chiffre relativement rond. Ce qu'on peut voir quand même, c'est que depuis le début de l'année, on est plutôt en progression sur les indices américains, que ce soit le Standard & Poor's 500, Nasdaq ou Dow Jones. Sur un an, néanmoins, on est quand même négatif. Donc un an, c'est 12 mois glissants en fait, hein. Moins 14% sur le Standard & Poor's 500, moins 25% sur le Nasdaq. Donc je pense que même si le Nasdaq peut encore baisser, il y a peut-être des opportunités, on peut peut-être profiter pour entrer soit sur l'indice, soit sur certaines actions du Nasdaq. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. On va le voir plus en détail après. Bon, Dow Jones, je suis pas trop investi sur cet indice-là, donc je regarde vraiment principalement le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq. Alors, est-ce que les marchés sont à leur prix? Donc, j'ai ma droite de régression. Donc, sur le Standard & Poor's 500 sur les 20 dernières années. Alors, ce sont des cours pris au 31-12. Donc, en fait, la ligne 2023. Donc le carré en jaune or, là, 3999, c'est le cours actuel. L'objectif sur la droite de régression au 31-12-2023, ce serait, on serait à peu près au même cours à 4000. Hein, donc bon, si on veut vraiment se référer par rapport à un cours sur la droite de régression, il faudrait plutôt prendre ici l'année 2022, parce que ça correspondrait plutôt au 31-12, hein, donc on est plutôt proche du 31-12-2022 plutôt que le 31-12-2023. Donc on est légèrement, on va dire légèrement au-dessus du cours. Voilà, c'est ce qu'on peut voir ici sur la courbe en fait. Mais si on compare par rapport à une valeur théorique à la fin de l'année, on est à peu près au niveau du cours. Bon, c'est pour ça que j'attends, hein, pour continuer à renforcer sur le Standard & Poor's 500. Pour moi, idéalement, ce serait si on retourne vers les 3800, 3700, ce serait pas mal en fait. Je vous ai mis la pente, 4% de progression, donc on n'est quand même pas sur les 8% de progression. Donc idéalement, en fait, sur le Standard & Poor's 500, il faudrait prendre sur des cours inférieurs à sa droite de régression, puisque la pente est quand même inférieure à 8%. Alors si on regarde maintenant le Nasdaq, là on a une pente qui est un peu plus importante. On voit que les objectifs sur la fin de l'année, c'est 12 849 points. On est actuellement à 11 079, donc on est en retard à peu près de 16%. Et sans doute un petit peu moins si on regarde plutôt par rapport à la fin de l'année 2022. Hein, on est un petit peu plus proche, on va dire, du cours. Donc on voit qu'il y a une belle une droite de régression linéaire qui a une belle pente, un bon coefficient de corrélation, donc là on est plutôt en dessous des cours,
Donc je ne serais pas étonné en fait sur le courant de l'année que le Nasdaq revienne coller en fait sur sa valeur linéaire en fait sur la droite de régression. Voilà, donc moi je regarde à la fois des actions qui composent le Nasdaq, hein, donc c'est principalement les GAFAM, et puis également l'indice Nasdaq 100 qui regroupe en fait les 100 plus grosses valeurs en fait du Nasdaq. Alors maintenant, si on fait un focus sur le compte titre ordinaire au 15 janvier 2023, donc j'ai 20 000 € 495,85, ça c'est la valorisation du compte, plus 3 723, c'est la plus-value cumulée, hein, donc ce qui représente 18,16%, soit une base annuelle de 10,06%. Hein, donc voilà, de 10%. Mon objectif étant de 8% par an. Donc voilà, donc c'est plutôt, plutôt pas mal. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis 8,72, mais en fait c'est 8% par an. Donc je continue à faire un apport mensuel de 350 € par an, donc par mois, pardon. Donc a priori ça devrait continuer à être à peu près la même somme. Donc je vais voir peut-être en fonction des opportunités, peut-être augmenter ou baisser. Là j'ai beaucoup de liquidités, donc peut-être que dans les premiers mois je ne vais pas faire d'apport mensuel, mais je les ferai plutôt sur la deuxième partie de l'année. Mais en tout cas, je veux conserver quand même un niveau d'apport de l'ordre donc de 4 000 € par an. Un bon niveau de liquidité, 2611 €, ça correspond à plus ou moins à 20%. Donc il y a quand même une poche de liquidité assez importante. Alors quelles ont été les transactions? Donc les faits marquants sur le compte titre. Entre le 15 décembre et le 15 janvier, bon 14 janvier, mais en fait c'était 15 janvier, il n'y avait pas de cotation. Donc ce qui est intéressant en fait, si j'ai fait une petite rotation en fait au niveau de mon portefeuille, donc je me suis séparé de valeurs, on va dire plutôt de consommation avec Colgate-Palmolive. J'ai également cédé la partie Pembina Pipeline, donc là on est plutôt le secteur énergie. Donc c'était des actions, des titres qui avaient relativement peu performé en fait sur l'année 2022. Donc j'ai vendu en réalisant une belle plus-value. J'ai également vendu en fait Prudential Financial, donc le secteur de la finance. Si ma mémoire est bonne, c'est plutôt de l'assurance sur des emprunts liés aux résidences immobilières, hein, principalement les résidences principales. Donc j'ai vendu le titre. Et voilà, je me suis renforcé notamment sur les technologiques. Alors, de quelle manière je me suis renforcé? Donc, sur un ETF, un Nasdaq 100. Donc, c'est un ETF donc coté en valeur euro et accumulation. Hein, donc comme ça, on va dire pour l'instant, on va dire fiscalement, je ne perçois pas les dividendes, elles sont automatiquement réinvesties dans l'ETF, donc ce qui m'arrange. Et ensuite, je suis rentré pas mal sur les GAFAM. Alors notamment, j'ai pris une petite ligne sur Microsoft. Donc je suis rentré sur Microsoft avec une action à 228 $. Ensuite, je suis rentré sur Apple. Donc j'ai pris 3 actions à 131 $. Je suis également rentré sur Tesla, 3 actions à 121 $. Et puis je suis également rentré sur donc un ETF Uranium, voilà, 30 parts en fait de TF à 6,90 €. Alors sur la partie GAFAM, j'ai pas prévu d'aller dans le détail en fait pour cette vidéo. Je reviendrai très sans doute dans le détail dans une prochaine vidéo sur la raison pour laquelle j'investis sur les GAFAM. Je ferai peut-être une vidéo à part en fait dans le courant du mois qui explique un peu plus en détail pourquoi je rentre en fait sur ces actions. Là j'ai décidé de faire un focus plutôt sur la partie ETF Uranium. Voilà. Donc effectivement j'ai procédé à l'acquisition d'un ETF Uranium. Alors
je voulais rentrer en fait sur l'uranium, ça fait un moment en fait que je recherche un ETF. Donc j'en ai trouvé un en fait qui est un ETF donc coté en bourse, notamment sur le Xetra en fait, hein, qui est le marché allemand. Je suis donc chez De Giro, donc qui facilite les achats notamment d'ETF cotés sur Xetra. Donc le code en fait, le code de cet ETF c'est U3U08. Donc le code ISIN en fait, vous l'avez ici, hein, il est coté sur différentes bourses, que ce soit des bourses américaines en USD ou des bourses comment dire européennes, par exemple ici en euros, sur le London Stock Exchange, possible en pound ou en USD. Bon, moi je l'ai choisi ici en euros. Alors en fait, quel est cet ETF? Donc ça regroupe en fait des producteurs d'uranium. Alors, ce sont donc des compagnies donc internationales. On va retrouver notamment des compagnies canadiennes, des compagnies au Kazakhstan, en Australie, aux États-Unis, en UK et ensuite d'autres pays. Dans les Other, vous allez avoir par exemple Areva avec ses filiales en fait en Afrique ou en Asie. Alors le dispatch ici des producteurs était quand même assez lié en fait à la présence d'uranium au niveau géophysique. Mais ça, je reviendrai dans le détail dans quelques secondes. Donc si je reviens un petit peu sur cet ETF, c'est un ETF relativement récent puisqu'il a été émis au mois de mai 2022, donc il est en accumulation, donc ça veut dire que les dividendes sont réinvestis. Moi ça m'arrange parce que toucher des dividendes, vu ma fiscalité, donc pour l'instant ça ne m'intéresse pas d'avoir des revenus complémentaires. Voilà, vous avez ici donc le dernier cours connu 7,32 € en dollars, 6,90 en euros. Donc moi, il est plutôt coté en euros. J'en ai acheté 30 à 6,90. Voilà, sachant que pour l'instant, depuis la cotation, on évolue globalement entre 6 € et 8,50 €. Voilà. Que dire ensuite? Vous avez ici le nombre de parts, hein, un peu plus de 4 millions, donc on a quand même une belle cape. 35 milliards 206 millions 600, non 35 millions 206 683 USD. Voilà, donc 35 millions de capitalisation. Bon, on n'est pas quand même sur une très très grosse cap. Le TER, ça c'est le coût, donc 0,85%. Donc ça c'est les frais en fait, hein, qui sont pris sur l'ETF, qui est quand même des frais relativement élevés par rapport à des ETF type classique SP500 ou Nasdaq qui tournent plutôt autour de 0,15, 0,30. Voilà, mais bon, plutôt que d'acheter des actions ici, je ne sais même pas si elles sont cotées. En tout cas, vous avez ici la part des différentes sociétés en fait dans l'ETF. Donc ce sont bien principalement des producteurs en fait, des exploitants de mines d'uranium. Alors, pourquoi j'investis dans l'uranium? Pour deux raisons. Donc la première, c'est effectivement l'énergie nucléaire, bon, nécessite l'uranium, hein, ça tout le monde le sait. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc les eurodéputés ont adopté le label vert pour le gaz et nucléaire. Alors pour le nucléaire, c'est plutôt une bonne nouvelle, donc ça veut dire que ça relance quelque part le nucléaire en tout cas comme une source d'énergie verte. Alors là, on peut être d'accord ou pas d'accord. Bon, là, c'est pas trop mon propos. En tout cas, c'était labellisé vert, donc ça veut dire que probablement ça va relancer en fait tout ce qui est énergie nucléaire et donc derrière, relancer ou au moins continuer à développer tout ce qui est production d'uranium. Donc sur la carte, je vous ai mis, vous avez en bleu les réserves d'uranium connues à ce jour. Donc on peut voir qu'il y a un bon dispatch en fait sur l'ensemble du globe. Vous pouvez voir qu'il y en a pas mal en Australie. On va en trouver pas mal aussi, donc Russie, Kazakhstan.
en Chine, mais on va également en trouver sur le continent américain, par exemple au Brésil, aux États-Unis ou au Canada. Vous avez à droite un tableau qui donne globalement en termes de production. Donc cette fois-ci, c'est la partie orange. Donc vous pouvez voir que les plus grosses productions, c'est le Canada et le Kazakhstan, qui à eux deux, c'est à peu près 50% de la production mondiale. Donc même s'il y a des réserves importantes, par exemple en Australie, en tout cas, le gros de la production est principalement fait aujourd'hui au Canada et au Kazakhstan. Alors vous pouvez comprendre aussi pourquoi il y a souvent des visites, on va dire, des députés ou ministériels au Kazakhstan, de la France au Kazakhstan, tout simplement, c'est qu'il y a des enjeux qui sont très importants autour du nucléaire. J'ai mis également quelques annonces qui peuvent être assez intéressantes. On voit par exemple qu'aux Pays-Bas, donc les Pays-Bas ont décidé en fait de construire deux nouvelles centrales nucléaires. Voilà, donc d'une capacité de 1600 MW par réacteur. Donc après l'effet Fukushima, on peut voir quand même que globalement, au niveau mondial, il y a une relance en fait du nucléaire. Alors même si en France, il y a eu une annonce de la construction de 6 EPR supplémentaires, bon, ça va prendre beaucoup plus de temps. En tout cas, on a quand même une certaine garantie que nos centrales nucléaires en France vont continuer à fonctionner et donc vont continuer à consommer de l'uranium. J'ai mis ensuite en bas les États-Unis qui adoptent un plan climatique global incluant l'énergie nucléaire. Donc ça c'est assez intéressant. Le Sénat américain a approuvé un plan d'investissement ambitieux, donc avec un budget total de plus de 400 milliards de dollars dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et une des parties en fait de cette lutte va être investie dans l'énergie nucléaire. Donc les États-Unis disposent d'entreprises vraiment fer de lance sur l'énergie nucléaire, notamment au travers de la société Westinghouse. Et puis également avec énormément de recherches sur, alors cette fois-ci plutôt sur la fusion nucléaire. Donc là on ne serait pas du tout dans l'uranium, mais ce sont des projections cette fois-ci à quand même un horizon supérieur à 15 ans. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai investi dans un ETF uranium. L'idée c'est d'ici 15 ans, je pense que l'uranium n'est pas fini, c'est une énergie un peu comme les énergies fossiles. Elles ont encore une durée de vie en attendant la transition vers ce qu'on peut appeler les vraies énergies vertes que vont être des productions par exemple à base d'électricité photovoltaïque, de l'hydrogène par exemple, ou même l'hydroélectrique qui est encore sous-utilisé à mon avis. Alors maintenant, si on regarde globalement le portefeuille, je vous ai fait un classement ici au niveau de par valorisation. Donc on peut voir que par exemple Alphabet arrive quand même en deuxième position. J'ai un prix de revient autour des 100 $ avec un cours actuel à 92. Voilà, je compte continuer à renforcer sur Google en fait en cas de repli, notamment autour des 80. Alors, on peut voir en bas de classement, donc j'ai pris des petites lignes pour l'instant sur Microsoft, sur Tesla, sur Apple et sur Amazon, donc les GAFAM globalement, GAFAM avec Tesla. Je vais continuer en fait à construire des positions un petit peu plus fortes sur ces différentes entreprises en fonction de la fluctuation des cours. Donc, peut-être que la consolidation n'est pas terminée, c'est pour ça que j'ai pris des petites lignes. Et puis si on repart vers le haut, voilà, je resterai sans doute sur ce niveau-là. Peut-être je renforcerai peut-être sur Tesla, Apple éventuellement, Microsoft sûrement. Voilà, et puis sur l'ETF Nasdaq 100 et également le SP500.
Si on regarde la partie ETF, donc ce qu'on peut voir, c'est que j'ai vendu mon ETF argent. Donc sur la partie, on va dire, métaux précieux, voilà, j'ai principalement donc un ETF sur l'or en fait. Amundi Physical Gold. Bon, petite ligne hein, de 180, je renforcerai peut-être si on est amené à baisser sous mon prix de revient. Donc Standard SP500, donc c'est quand même un ETF assez important hein, de 2000. Je crois que si on regarde toutes les lignes, c'est ma ligne la plus importante. Je continuerai également à renforcer, mais uniquement si le cours est amené à passer en dessous de mon prix de revient. C'est la même chose en fait pour le Nasdaq 100. Et puis bon là pour les mines d'uranium, voilà, c'est une première ligne que j'ai pris, donc une demi-position de 100 $. Je renforcerai sans doute, mais si le cours est amené à baisser. On a légèrement baissé, on est à moins 1,26%. Bon, je renforcerai quand même sur des niveaux un petit peu plus bas. Voilà, donc avant de conclure, donc je reviens sur la stratégie CTO que je vais suivre cette année, donc les 5 piliers. Voilà, je vais vraiment essayer de ce sera un petit peu ma guideline en fait pour cette année avec les 10% de cash de réserve. Donc on va voir un petit peu comment évolue le portefeuille dans l'année, notamment donc sur la partie techno. Moi je pense que quand même si on se donne un horizon un peu plus lointain que l'année 2023 ou l'année 2024, je pense que les technos vont continuer quand même à grossir avec je pense une rapidité beaucoup plus importante que les autres secteurs. En tout cas, c'est la vision que j'ai. Dans tous les cas, il faut que j'assure une progression de mon portefeuille de 8% par an. Donc ça, je ne pourrais pas le faire en gardant comment dire, un portefeuille avec des actions beaucoup trop sécures. Il faut que je prenne un peu plus de risques et notamment sur des sociétés de croissance. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des idées d'action si vous souhaitez. Et puis bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.